cet après-midi, c'était important un peu de se familiariser encore avec le concept justement de la justice adaptée aux enfants. Et justement, bon, c'est la base sur une recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Et il existe un réseau européen pour promouvoir tout ce qui est bonne pratique et pratique professionnelle dans le domaine justement du contact que des enfants et des adolescents ont avec des procédures judiciaires, respectivement des questions irrelatives. Et donc, je suis très heureux de pouvoir annoncer Mme Mariama Diallo, qui est coordinatrice justement de ce Child Friendly Justice European Network. Pour l'instant, il n'y a pas encore de membres luxembourgeois dans ce réseau, mais certainement, s'il y a donc intérêt à des parties prenantes pour participer, Mme Diallo va nous présenter le réseau et aussi la possibilité de participer à leurs activités et les différentes thématiques qu'ils ont déjà abordées et aborderont dans le futur. Merci beaucoup, Mme Diallo, pour nous rejoindre online. Merci à vous, je suis enchantée. Donc, j'ai juste un point pratique, je vais vérifier que le partage d'écran fonctionne. Comme ça, voilà, vous devez en principe voir ce que je partage avec vous. Attendez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ah, voilà, parfait. Voilà, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Mariama Diallo, la coordinatrice du Child Friendly Justice European Network, donc un réseau plutôt jeune qui existe depuis 2022. On était un réseau informel depuis 2018 qui aide à mettre en contact différentes organisations, individus et instituts de recherche sur cette question si importante de la justice pour enfants. Donc, j'ai essayé de suivre vos débats. Donc, je parle un peu allemand, je ne parle pas le luxembourgeois, mais j'ai compris par certains mots-clés quel était le fond des discussions. Et donc, j'espère pouvoir faire écho sur certains échanges que vous avez eus dans la présentation aujourd'hui. Je pense que ce que je voulais faire, c'était vous présenter en quelques mots un peu le réseau, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on existe et pourquoi c'est important d'exister. Comme vous le soulevez, nous n'avons pas encore de membres au Luxembourg et nous serions ravis de pouvoir avoir des représentants de Luxembourg au sein de notre réseau. Et puis aussi juste quelques réflexions, des pistes qui vont justement faire écho aux échanges que vous avez eus. Donc le réseau et nos priorités stratégiques. Donc là, je vous montre juste une carte qui d'ailleurs n'est même pas à jour puisque il y a 3 semaines, on a accueilli 5 nouveaux membres, mais nous sommes bien 36 membres dans 21 pays européens. Donc vous voyez, on est vraiment dispatchés sur surtout l'Union européenne, mais nous avons aussi des membres hors Union européenne puisque nous venons d'accueillir la Serbie et nous avons des membres aussi en Écosse et en Angleterre. Et nous avons ici, donc qui n'apparaît pas sur la carte, Malte, qui est un membre qui nous a aussi récemment rejoint. Donc nos membres, ce sont, comme j'ai indiqué, ce sont des organisations de la société civile, des structures qui offrent directement des services auprès d'enfants victimes, d'enfants en conflit avec la loi, d'enfants en migration et aussi des enfants dans les procédures civiles. Et puis nous avons des instituts de recherche, des centres universitaires et aussi des experts individuels qui sont sous forme de consultants, membres du réseau, et du fait de leur expérience, ils nous apportent aussi une expertise très poussée. Donc tous nos membres ce sont vraiment des personnes qui touchent directement à la question de la justice adaptée aux enfants. Donc notre vision et mission, c'est vraiment assurer que nous, ce que nous voulons, c'est un monde dans lequel les systèmes de justice garantissent tous les droits des enfants. Nous voulons vraiment qu'en Europe en particulier, ce ne soient pas les enfants qui doivent s'adapter au système, mais ce soit les systèmes qui doivent s'adapter aux besoins spécifiques des enfants, à leur situation, à leurs capacités et à certains degrés de vulnérabilité des enfants. Notre cible, public cible, donc évidemment, nous travaillons avec des enfants et aussi des jeunes en contact avec les systèmes de justice, ou qu'ils l'étaient avant l'âge de 18 ans, parce que pour nous, on travaille avec les jeunes avec lived experience, donc c'est vraiment important d'avoir aussi leur opinion. Et puis donc nos membres que je viens de présenter, et aussi évidemment tous les décideurs politiques, que ce soit la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, donc
différentes institutions au niveau européen, mais aussi au niveau international, parce que nous avons des collaborations aussi avec différentes instances internationales. Et puis, sur le terrain, pour nous, c'est très important, les professionnels en contact direct avec les enfants. Et nous faisons ça en partenariat aussi avec d'autres réseaux européens. Alors là, donc là, je vous présente ça. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore en français, donc excusez-moi d'avance s'il y a des choses en moitié anglais, moitié français, mais c'est la première fois que je fais cette présentation en français. Mais certains de nos matériels ne sont disponibles pour l'instant qu'en anglais. Mais nous avons donc une stratégie. Je vous invite à aller sur notre site internet pour consulter un peu le cœur de notre stratégie, qui est fondée sur ces 4 piliers. Donc, nous avons au-dessus vraiment la Children's Agency, donc renforcer les compétences et mettre au centre de la question les enfants et leur donner vraiment une plateforme pour pouvoir s'exprimer. J'entendais un peu plus tôt justement où sont les enfants autour de la table. Donc nous essayons justement de les mettre autour de la table et nous travaillons avec des groupes de jeunes qui se sont auto-proclamés les Young Justice Transformers. Et donc, ça a 2 volets. C'est à la fois travailler avec eux, donc les enfants et les jeunes qui sont en contact avec les systèmes de justice, mais aussi former les professionnels à comprendre qu'est-ce que c'est que la participation des enfants dans les contextes de justice. 2 piliers aussi essentiels, donc nous, ce que nous voulons voir, c'est améliorer la qualité de la pratique. Donc, j'entendais aussi des différents échanges, comment fournir aux professionnels des outils pratiques, des ressources pour pouvoir savoir comment communiquer avec un enfant, comment comprendre le développement de l'enfant, etc. Et donc, on est là pour vraiment partager des expériences, des expertises, pour que le professionnel se sente outillé avec les compétences nécessaires pour pouvoir assurer un meilleur service à l'enfant. Et puis tout le volet plaidoyer, évidemment, notamment le plaidoyer au niveau européen, pour essayer de faire en sorte que nous puissions s'inspirer des pratiques intéressantes en Europe, d'en parler dans les autres pays justement, de pouvoir dire, ben voilà ce qui se passe sur le terrain, et voilà comment au niveau de l'Europe, les législations doivent évoluer et doivent vraiment intégrer tout ce qui concerne la justice adaptée aux enfants. Et puis évidemment, comme nous sommes un réseau assez jeune, nous devons aussi nous renforcer, nous, en termes de nos compétences de communication, de levée de fonds, et puis aussi de pouvoir entrer en partenariat avec d'autres pour ne pas faire les choses seules. Voilà, donc là aussi, je vous invite encore à aller sur notre site. Nous, quand on est membre du réseau, donc on informe. Donc nous, ce qu'on offre à nos membres, c'est tout ce qui est tendance, opportunités en matière de justice adaptée aux enfants en Europe, mais aussi au niveau global, mondial. Nous impliquons nos membres en termes de plaidoyer. Donc, quand, par exemple, là, on a bientôt le General Comment 27 sur l'accès à la justice pour les enfants. Justement, c'était évoqué un peu plus tôt par votre ministre. Donc, nous impliquons nos membres pour entendre leur voix et puis faire un plaidoyer fort pour insérer nos recommandations dans des documents pour le Comité des droits de l'enfant, par exemple. Nous avons des projets européens auxquels nous invitons les membres à participer. Nous essayons d'accroître aussi la visibilité des activités des membres, parce qu'à ne pas négliger, comme ce sont beaucoup d'organisations qui sont financées sur des durées courtes, elles n'ont pas nécessairement les moyens après de continuer de diffuser les outils de formation, etc. Donc nous continuons d'en parler, nous mettons des ressources disponibles sur notre site internet, où nous en parlons dans le cadre de séminaires. Et puis, donc, nous informons sur des développements en matière de recherche. Nous essayons de bridge the gap entre la recherche et le monde du terrain. Donc, essayer de comprendre comment le terrain peut influencer la recherche et inversement. Donc, nous aimons pouvoir devenir vraiment un centre d'expertise sur la justice pour enfants et aussi, dans un avenir très proche, pouvoir informer sur des opportunités de formation dans le domaine de la justice pour enfants. Donc là, je vous montre ces quelques visuels. Je ne vais pas aller dans le détail de chacun, mais tout ça, vous le trouvez sur notre site internet. Donc, nous avons déjà compilé près de 400 publications et on a fait ce petit outil de recherche qui est très, très utile. Vous pouvez là-bas mettre des mots comme participation des enfants, donc child participation, climate justice, différents mots. Il y a certaines publications qui sont accessibles en d'autres langues. C'est encore principalement anglais, mais nous travaillons sur intégrer plus de publications. Donc, si vous avez, vous, Luxembourg, des publications qui sont utiles pour nous de pouvoir partager ici, écrivez-moi, on fera un plaisir de le partager là. Et donc, ce sont vraiment des outils, des manuels pratiques, des handbooks pour aussi des sujets de recherche qui concernent différentes thématiques qui touchent au sujet des enfants en contact avec les systèmes de justice.
Nous avons aussi une base de données qui s'appelle Childlex, donc qui est aussi en cours de construction, mais nous avons déjà 50 fiches juridiques pour les professionnels qui travaillent avec les enfants en conflit avec la loi, et donc pour essayer de comprendre justement qu'est-ce que c'est les limites d'âge ou le contact avec la police, et un peu quel est le cadre juridique qui s'applique et quels sont un peu les principes généraux qui s'appliquent dans ces situations-là. Et donc nous voulons dans un futur proche aussi développer davantage de fiches juridiques pour couvrir d'autres thématiques, notamment les enfants victimes, les enfants en situation de migration aussi. Nous avons ici, donc ça c'est un handbook qui existe en version papier, en version en ligne, avec 2 éditions génériques sur les droits sur la justice pour enfants. Donc ça aussi, c'est un outil que en général les gens aiment bien parce qu'il compile justement toutes ces ressources pratiques que je vous mentionne et aussi avec des extraits de jurisprudence, donc très pratique pour les avocats, les juges, les procureurs, sur différentes thématiques avec les différentes dispositions des conventions, des directives européennes. Donc on fait référence sur certaines thématiques. Et donc, cette année, la première intervention, si j'ai bien compris, faisait référence justement au cas du Portugal. Nous avons une conférence annuelle en octobre sur la question de la justice climatique. Et donc, nous aurons une édition thématique spéciale sur la justice climatique et l'accès à la justice pour les enfants. Voilà, je passe, mais nous avons différents documents de plaidoyer aussi, où nous touchons des questions comme la situation des enfants LGBT, la prohibition de l'enfermement, en fait, de l'isolement des enfants en détention. Et donc, nous venons avec différents arguments pour essayer d'influencer les politiques au niveau national et au niveau européen. Et puis, nous avons aussi des webinaires thématiques. Donc là, c'est 2 exemples de webinaires qu'on a eu. Le prochain aura lieu le 4 septembre sur la question des enfants victimes. Nous venons de le publier hier. Donc, si vous allez sur LinkedIn, vous pouvez aussi vous inscrire et donc essayer de voir justement ces approches multidisciplinaires. Nous parlerons de Barnhuis, je l'ai entendu mentionner tout à l'heure, et quelles sont les autres approches interdisciplinaires qui sont utiles pour les enfants victimes. Et puis voilà, donc je parlais des différents séminaires annuels que nous faisons chaque année sur différents sujets. Et puis donc nous participons, et ça c'est aussi pour notre visibilité, mais aussi pour faire connaître le travail et pour mettre en réseau, parce que nous sommes vraiment un réseau, on va dire, humain, c'est-à-dire que nous aimons beaucoup quand les gens se rencontrent et aller à la rencontre des publics. Donc aujourd'hui, je regrette de ne pas être avec vous en présence, parce que c'est vraiment je préfère être avec vous pour pouvoir parler justement de ce que nous faisons et vous entendre, mieux de comprendre quelles sont les préoccupations dans chacun des pays, et pour pouvoir essayer d'apprendre et de pouvoir parler de ces pratiques qui parfois sont des bonnes pratiques, parfois sont des pratiques qui sont compliquées, mais on essaie de comprendre comment nous, on peut aider en tant que réseau pour améliorer les systèmes au niveau national. Donc voilà, et là, donc ce sont 2 vidéos, mais je ne vais pas vous les montrer parce que c'était juste pour montrer qu'elles existent. Encore une fois, elles sont disponibles, donc cette présentation, j'espère qu'on va pouvoir vous la partager. Mais ça, c'est le travail qu'on fait avec ces Young Justice Transformers, qui sont des jeunes qui étaient privés de liberté pratiquement de l'âge de 13 à 18 ans, et d'autres qui étaient en situation de migration et qui ont développé différents matériels, notamment, la vidéo du bas, elle est en néerlandais, mais elle sera bientôt disponible en anglais, qui explique comment était leur expérience du jour où ils sont allés au tribunal, par exemple. Ou un événement au-dessus, vous voyez, ça serait une petite vidéo qu'on a fait d'une rencontre, c'est une caravane, un événement qu'on fait chaque année, avec des jeunes qui viennent ici, à Bruxelles. Cette année, on ira à Strasbourg pour rencontrer la Commission européenne, le Conseil de l'Europe, on ira voir la Cour européenne des droits de l'homme pour discuter, pour que eux justement parlent de leurs préoccupations et essayent d'indiquer ce que les différents décideurs politiques doivent insérer dans leurs agendas. Donc nous essayons vraiment de soutenir, on va dire, cette parole des enfants et d'offrir cet espace pour rencontrer des décideurs politiques. Et les Young Justice Transformers étaient ravis et ils nous inspirent beaucoup dans notre démarche. Donc là, évidemment, nous avons différents partenariats avec les institutions publiques. Nous sommes financés, nous l'avons mentionné, la Commission européenne. Et puis, nous sommes en partenariat avec d'autres réseaux européens, notamment le réseau de Barnhuis, le réseau qui travaille avec les victimes, la justice restaurative. Donc, ce sont autant de sujets importants. Et puis, le monde académique avec un partenariat que nous avons maintenant avec l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Et puis, évidemment, au centre, ce sont les enfants et les jeunes. Là, juste quelques réflexions, parce que finalement, quand on a préparé cette présentation, c'était un peu de voir, donc,
c'était pas nécessairement de rappeler tous les principes qui s'appliquent à la justice pour enfants, mais c'était de réfléchir un peu. Enfin, je voulais juste vous lancer quelques graines qui vont faire écho à, donc, à ce qui a été dit, mais notamment des échanges qu'on a eus avec des jeunes et des enfants depuis plusieurs années, et notamment donc, il y a 3 ans, quand on leur a demandé d'essayer d'influencer la nouvelle stratégie de la Commission européenne sur les droits de l'enfant. Donc, on les a consultés, on a consulté une quarantaine d'enfants avec l'expérience des systèmes de justice. On leur a dit, voilà, mais qu'est-ce que vous voulez dire et qu'est-ce que c'est pour vous la justice adaptée pour enfants? Et donc, et voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc là, c'est en anglais. Mais voilà, les mots voilà, qu'ils nous disaient, c'était je ne me sens pas respecté, je me sens mal compris, j'ai eu peur. Donc là, on disait quelle était leur expérience quand ils ont rencontré les services de police ou autres. Donc j'étais préoccupée, j'étais impatient, voilà, je me sentais en insécurité, je ressentais de la honte. Le garde m'a frappée, donc il y avait plusieurs témoignages aussi de violence des professionnels envers les enfants, ou le fait, l'insensibilité, enfin, en français, insensitiveness des avocats envers les enfants, et donc l'enfant qui se sentait un peu instrumentalisé dans ces procédures-là, et aucune préparation vraie de l'enfant pour préparer à la session à venir. Et donc, la perception des enfants sur leur, finalement, non-participation, et c'est pour ça que je voulais faire un petit focus sur cette question de participation, ils nous disent, mais nous, on veut un rôle significatif. On ne veut pas être des participants inactifs, on veut être actifs, on veut pouvoir savoir que si on parle, on nous écoute, et que notre parole soit, voilà, que les personnes qui écoutent notre parole soient accountable, et pas juste, OK, un focus group, on a parlé à un enfant, et ensuite, rien d'autre n'est fait. On veut comprendre qu'est-ce qui est fait avec ce qu'on partage. Et donc, il nous mentionnait un grand volet où il y a beaucoup de lacunes, c'est l'accès à l'information. L'information était dit comme peu compréhensible dans un jargon juridique et écrit dans un format qui était très souvent inaccessible. Et puis aussi, malheureusement, très souvent mentionné le manque de compétences en communication, aussi les soft skills des professionnels, et donc le fait que beaucoup des professionnels manquaient clairement de formation pour pouvoir interagir avec des enfants de différents âges. Et donc là, je vous montre aussi un visuel de quelques exemples de choses que font nos membres sur les terrains, pour justement essayer de pallier à cette question de mieux faire informer les enfants sur leurs droits. On parlait d'accès aux droits, d'accès à la justice, et donc c'est différent. Ça se passe par différentes brochures, différentes initiatives sur connaître tes droits, un projet par exemple en bas en Autriche sur le droit à l'information pour essayer d'identifier des bonnes pratiques, des pratiques sur comment on peut d'une manière utile informer les enfants sur leurs droits. Donc ça se passe évidemment par le parler, ça se passe par l'écrit, mais parfois par aussi d'autres structures. Il faut penser à l'espace dans lequel on informe l'enfant. Donc finalement, il y a beaucoup plus de dimensions que juste la parole qui est dite. Il y a aussi comprendre comment l'enfant se sent. Je vous donne un exemple. Un juge un jour est venu me voir pour me dire, mais voilà, je devais informer, enfin parler avec l'enfant, et j'ai voulu aller très vite parce que je pense que c'était traumatisant pour l'enfant. L'enfant, lui, disait, mais moi, en fait, je me suis sentie complètement utilisée dans la procédure. Il a à peine eu le temps de s'asseoir avec moi et j'ai pas compris en fait ce qui allait se passer. Il m'a pas bien expliqué. Ça a duré 5 minutes et après j'ai dû sortir. Donc moi, je me sens pas respectée. Et donc là, on comprend finalement, mais qu'est-ce que ça veut dire de passer du temps avec l'enfant pour vraiment bien recueillir la parole de cet enfant-là. Et donc après, je vous montre en haut à droite aussi quelques outils un peu digitaux, parce que maintenant, utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir, mais de manière, voilà, on regarde les questions éthiques, pour pouvoir bien informer, en fait, sur la justice pour enfants. Donc voilà, alors avec qui les enfants entrent en contact quand ils ont commis une infraction, nous avions mené une enquête et là on voyait qu'en effet la majorité ce sont les services de police, ce sont les juges, le procureur, des avocats, et puis finalement on constatait ici que très peu entraient directement en contact quand on pense aux enfants victimes avec des comités interdisciplinaires. Et ça c'est vraiment un peu au cœur de quelque chose qu'on essaie de faire la promotion, c'est-à-dire de pouvoir avoir plus de structures interdisciplinaires qui accueillent l'enfant et qui ne soit pas que vu directement par des services juridiques, mais qu'il y ait d'autres services sociaux ou services psychologiques qui les accompagnent en fonction de leur situation. On leur a demandé aussi qu'est-ce qu'un professionnel de manière idéale pour vous? Est-ce qu'il y a des standards minimums pour les professions juridiques? Et là, vous voyez que la majorité
en fait, aussi des professionnels, des avocats en Europe, donc on avait étudié 22 pays, n'avaient pas été formés sur la question des droits de l'enfant. Donc des avocats qui défendent des enfants auprès des tribunaux, mais qui eux-mêmes n'ont pas reçu de formation spécifique sur l'enfance. Et donc ça, pour nous, c'est un indicateur qu'on doit pouvoir améliorer. Donc là, voilà des brochures, comme je mentionnais. Et puis, bon, il y a aussi cette brochure intéressante pour les professionnels juridiques qui parle quels sont les minimums standards, quelles sont les qualités que doit avoir un avocat quand il va défendre un enfant dans une procédure judiciaire. Et donc, il y a aussi en Autriche un exemple d'une plateforme en ligne qui a été faite pour connecter les avocats. Par exemple, un cas voilà, de violence ou de voilà, un enfant a commis une infraction. L'idée, c'est de voir comment entrer en contact avec un avocat. Et ça, c'est fait en collaboration avec les services de police. Et puis voilà, donc là, je voulais mentionner ça parce que je pense, comme on parlait de Barnahus tout à l'heure, pour nous, c'est un sine qua non. On parlait de participation de l'enfant, on parle vraiment de pouvoir assurer une bonne information à l'enfant, une information de qualité, mais aussi pour nous, la justice pour enfants, c'est pouvoir assurer que des vraies évaluations des besoins de l'enfant soient faites de manière multidisciplinaire, que les professionnels puissent collaborer ensemble, hein, vous le mentionniez tout à l'heure, qu'il y ait vraiment une prise en charge individualisée de l'enfant. L'enfant peut avoir en effet différentes casquettes. Il peut être un enfant migrant, il peut être un enfant de la communauté LGBT en même temps, il va être un enfant qui peut être victime de violences domestiques. Et donc, le professionnel en contact avec lui doit pouvoir évaluer un peu ses besoins pour permettre d'apporter la bonne réponse, que ce soit un enfant victime ou un enfant qui a commis une infraction. Et voilà, et aussi c'est pour permettre d'avoir une expérience de système de justice améliorée pour les enfants et évidemment de bien éviter tout ce qui est revictimisation et qui peut avoir des risques très dommageables pour l'enfant, pour son avenir dans le présent et dans le futur. Et donc tout simplement pour avoir des réponses beaucoup plus adaptées. Et donc l'idée c'est de voir, vous voyez en haut à droite une statistique qui indiquait de combien on avait demandé, mais combien de juges en fait prennent des décisions sur la base de rapports d'enquête, des enquêtes sociales. Et finalement, la majorité, il y avait encore voilà, presque d'un tiers qui ne prenait pas les décisions sur la base de ces rapports d'enquête. Et donc, nous, on trouvait ça intéressant. Et discutant avec un juge en Grèce une fois, il disait, mais moi, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je n'ai pas les moyens, on n'a pas de travailleurs sociaux qui peuvent mener ces enquêtes sociales. Et moi, je dois gérer près de 100 dossiers parfois par jour. Alors, donc, nous, on était étonnés. Et donc, en effet, donc, il y a une grande pression aussi sur les juges pour pouvoir produire et donc d'essayer de voir comment, finalement, il peut y avoir le temps pour pouvoir vraiment réaliser cette évaluation des besoins. Et donc là, voilà, je passe, mais ça, c'est aussi une ressource que vous trouvez sur Internet qui sont des standards minimums pour réaliser ces enquêtes, enfin, ces assessments, ces évaluations des besoins avec différentes valeurs et indicateurs qui vont montrer comment on peut vraiment bien réaliser ces évaluations des besoins. Et puis pour clôturer, juste vous montrer ici, parce que la présentation vous sera partagée, c'est un exemple voilà, de Barnahus. Donc on en parle beaucoup en Europe. Donc nous faisons un peu la promotion de tout ce qui est interdisciplinaire de services, de centres sociaux juridiques. Donc Barnahus est un de ces modèles où on voit où il y a au centre voilà, l'enfant avec des services de protection, d'investigation criminelle, de santé physique et de santé mentale, où l'enfant donc, va dans un centre où tous ces services sont adaptés. Donc pour nous, là, on est aussi dans une des définitions de la justice pour enfants, c'est-à-dire où l'enfant ne doit pas aller vers, mais c'est le système qui va vers l'enfant et qui est là vraiment pour accueillir les besoins de l'enfant et permettre de respecter tous leurs droits. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc si vous avez des questions, j'aurai plaisir à vous répondre. Et puis voilà, je repasse la parole à la salle. Merci de votre attention. Voilà, merci. Merci Madame Diallo pour la présentation de ce réseau et des travaux. Voilà, je propose justement s'il y a des questions directement adressées à Madame Diallo de les poser maintenant avant de continuer avec les interventions suivantes. Voilà, c'est un réseau qui donc qui est très actif, qui est très voilà
qui est très innovatif et productif aussi. Donc, vous réalisez beaucoup de ressources pour les professionnels. Et donc, est-ce qu'il y a peut-être des questions directement? Oui, Madame Krapes. Ça m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé d'un comité interdisciplinaire, pardon. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Et c'est une institution belge ou française? Alors, est-ce que vous faisiez référence? Donc là, je parlais dans le cadre des procédures. Donc, Oui. vous parlez de ce que je disais, voilà, sur la fin. Donc, dans le cadre des procédures, voilà, judiciaires. Donc, il y a certains, voilà, pays qui ont, au niveau de, voilà, de la procédure, voilà, un comité qui dépend parfois du tribunal. Voilà, par exemple, je vous donne un exemple au Danemark où, voilà, qui va dépendre des services sociaux et qui va être un comité qui va avoir donc le profil des travailleurs sociaux, psychologues, les services juridiques. Et donc, ils vont ensemble donc, être consultés dans le cadre de l'évaluation des besoins de l'enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement un acteur. Donc, peut-être que le travailleur social va être en charge de gérer, on va dire, l'évaluation des besoins, mais seront consultés dans le processus les autres professionnels pour s'assurer que les différentes perspectives soient impliquées. Donc ça, en fonction des juridictions, il n'y a pas un modèle en Europe. Donc chaque pays, en fonction de la législation, de ce qui est permis, donc c'est là aussi nous essayons d'influencer au niveau, au niveau des pays, et finalement de s'assurer que dans la législation, il puisse y avoir la possibilité de mettre en place ces structures interdisciplinaires. Et par exemple, pour Barnahus, donc là, si on prend l'exemple de la Slovénie, c'est maintenant au niveau de la loi que est reconnu officiellement le fait de pouvoir mettre en place des structures comme un Barnahus. Mais nous, on dit toujours que c'est vraiment la version idéale, mais ne pas attendre qu'un texte soit adopté, essayer déjà de voir dans les pratiques d'avoir des approches interdisciplinaires autant que possible, pour ne pas que l'enfant soit un dossier qui passe d'un bureau à l'autre, comme on peut voir malheureusement assez souvent, mais vraiment qu'il puisse y avoir un contact avec l'enfant avec différents professionnels ou que ce soit géré de manière interdisciplinaire. Là, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires, Madame Gardeur? Oui. C'était juste pour demander l'exemple qui était cité par rapport au Danemark de ce comité interdisciplinaire. Est-ce que c'est pour les enfants en danger ou les enfants aussi en conflit avec la loi? Donc et là, est-ce que dans oui. les pays, alors, est-ce qu'il y a vraiment un exemple de bonne pratique pour les enfants en conflit avec la loi, particulièrement, qui serait évalué par une instance qui est vraiment pluridisciplinaire, pas uniquement un service social, mais vraiment une structure absolument. pluridisciplinaire? Oui, voilà, l'exemple dont je vous parle au Danemark, c'est dans le cadre d'enfants qui étaient soit victimes ou qui étaient aussi en conflit avec la loi. Donc, ce n'est pas un service social, hein, donc c'est pas un service. C'est-à-dire parce que celui-là, il est géré par le tribunal, mais ce n'est pas dans le cadre de de l'aide sociale à l'enfance. Je ne sais pas comment vous l'avez au Luxembourg. Moi, je suis française, donc je faisais référence à l'aide sociale à l'enfance. Mais donc, c'est pas dans le cadre de la casquette sociale, c'est dans le cadre de la casquette justice. Que cet exemple interdisciplinaire a lieu. Et là, il faut juste avoir quelques prudences avec l'exemple du Danemark parce que ça dépend de certains tribunaux. Donc ça, c'est au niveau législatif, ils ont prévu la possibilité que chaque tribunal mette en place ce comité, ce conseil interdisciplinaire, j'oublie le nom exact, mais c'est une sorte de conseil interdisciplinaire, et ils sont plus ou moins fonctionnels, parce qu'une chose c'est de le mettre dans la législation, l'autre chose c'est de pouvoir le mettre vraiment fonctionner en pratique. Et en pratique, quand ça fonctionne, ce sont des réunions périodiques qui ont lieu et où les professionnels en fait se retrouvent et analysent, discutent des dossiers qui sont en cours, et ce comité est aussi censé rencontrer l'enfant en fait. Donc il est décidé de rencontrer l'enfant, et c'est sur la base après des décisions de ce comité que le juge va pouvoir prononcer
prononcer sa sanction et parfois aller envisager des solutions aussi de justice restaurative, pour l'exemple du Danemark. Merci. Donc, voilà. Il reste peut-être. Donc, il faut bien clarifier que c'est un réseau. C'est pas seulement pour les enfants donc, en conflit avec la loi, mais toutes les procédures qui sont concernées par Oui. cette approche child rights-based, child-friendly justice. Oui, donc ça, c'est aussi un point important, je crois. Et puis, donc, les participants ont dans leur dossier une copie d'un des manuels, justement, en langue anglaise. Les autres sont disponibles sur votre site. Donc, tout le monde peut déjà là jeter un regard là-dessus. Reste la question concrète, comment, pour les acteurs luxembourgeois, comment est-ce la possibilité de participer à vos activités respectivement dans votre réseau? Est-ce que ce sont avant tout des ONG, des associations de la société civile qui se sont mis ensemble ou est-ce que, voilà, peut-être vous pouvez dire un mot là-dessus? Oui, non, merci pour la question. En effet, donc nous avons donc il y a certaines activités qui sont ouvertes au public. Donc je vous mentionnais le 4 septembre, donc le webinaire sur la question des enfants victimes. Donc justement, on va parler de la question interdisciplinaire. Donc la dame qui posait la question tout à l'heure, peut-être de venir écouter ce webinaire. Donc c'est inscription gratuite. On a le séminaire annuel aussi sur la question justice climatique. Donc ça s'éloigne un peu, mais en fait, on peut parler d'accès à la justice. Et puis, pour être membre, en fait, c'est à la fois, vous pouvez être association de la société civile, indépendant, donc un expert indépendant, ou aussi un centre de recherche. Donc là, il y a plus d'informations sur notre site, mais on va dire, tout le monde peut être membre, excepté une institution publique. Et il faut, pour être membre, avoir vraiment une pratique avec la justice pour enfants. Donc, c'est pas juste avoir un intérêt de manière générale, mais de pouvoir avoir un service ou de travailler sur la question du plaidoyer, de la recherche dans le domaine de la justice pour enfants. Et donc, nos conditions sont, nous avons 3 niveaux de membres. On a des membres full members, associate members, et on a aussi des friends of the network, donc avec des frais d'inscription qui sont vraiment très raisonnables et vous voyez, il y a beaucoup de bénéfices. Donc voilà, je vous invite à aller voir et puis de m'écrire si vous avez d'autres questions pour voir comment être membre. Et chaque année, vous êtes invité à l'Assemblée générale, à notre séminaire annuel et puis à d'autres des services que je montrais tout à l'heure dans le slide. Voilà, avis aux amateurs, je dirais, pour les stakeholders luxembourgeois et pour pour tous ceux qui, et tout particulier qui justement veut profiter de cette possibilité pour échanger avec dans ce réseau et profiter des expériences et des bonnes pratiques mises en commun par votre réseau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, avec grand plaisir. On vous accueille. Merci beaucoup encore pour votre présentation. Et voilà, donc je propose d'avancer dans le programme et de passer. Merci beaucoup encore une fois.